C'est donc à toi, Charlie. Je te laisse la main. Est-ce que tu peux voilà, nous dire euh, dans ce premier temps de partage en quoi l'expérience de Descartes par rapport à la construction de sa vision peut nous éclairer dans le Hmm, contexte actuel de remise en question, un peu d'incertitude dans l'avenir. hmm. Bon, j'espère bien. Si je peux être utile, quelle pression. Euh, Moi, je suis Charlie et en effet, je ne suis pas français. Donc, je vais sûrement faire plein de fautes de français, mais je vais faire de mon mieux. Je suis surtout ici d'un titre personnel. Oui, je travaille chez Decathlon. Oui, je suis Vision Lead chez Decathlon. Decathlon me paye, mais moi, je travaille pour mes enfants. Donc, c'est bien là dans le cadre de mon rôle de citoyen. Et c'est parti. Je peux partager mon écran, Thibaut? Good for you? Yes, yes, c'est OK. OK. Share the screen. Present. Voilà, on devient bon en Zoom après 2 mois. Voilà, donc très brièvement, moi j'ai commencé ma carrière chez Decathlon en 1998. J'ai fait 2 ans de magasin, 5 ans dans la com. J'ai quitté Decathlon en 2005 pendant 10 ans pour travailler sur les projets entrepreneuriaux. Donc, j'ai créé des entreprises, une journée encore. Puis, je voulais avoir un peu plus d'impact. Donc, j'ai eu la chance de revenir chez Decathlon en 2015 pour travailler dans le développement durable. Et puis, ça fait 2 ans que je mène le projet de vision. Et donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Decathlon, donc là, devant moi, j'ai un audience franco-français ou presque. Donc, c'est cool. Donc, parce que parfois, il faut expliquer qu'est-ce que c'est Decathlon. Bon, vous connaissez tous Decathlon, j'espère. L'idée, ce n'est pas d'expliquer qui nous sommes. C'est juste qu'on a commencé en 1976, le même âge que moi. Et j'avais 1 mois qu'on est ouvert en mois de juillet. Et puis, peut-être vous ne savez pas, mais en fait, 88% de nos ventes sont nos propres produits, ce qu'on appelle les marques passion de Decathlon. Et alors, pour donner un peu de contexte qui est important dans l'histoire que je vais raconter, c'est Decathlon devient, bon, on n'est pas énormissime, mais quand même, on a 1643 magasins partout dans le monde, 57 pays aujourd'hui. Là, on est présent avec du retail. On est présent dans une trentaine de pays de production. Alors, on a surtout les chiffres qui m'intéressent, c'est les 92 000 collaborateurs directs sous contrat Decathlon. Il y a peut-être qui sait, jusqu'à 1 million qui ont des emplois indirects, peut-être. Et un turnover de 12 milliards de dollars l'année dernière. Bon, voilà, Decathlon, je pense que vous connaissez. Donc, on passe. Notre mission, juste pour cadrer le truc, c'est que chez Decathlon, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre durablement le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre. C'est ça qu'on fait. Donc, parlons vision un petit peu. Donc, je vais raconter une petite histoire de la vision. Et donc, comme toute histoire, il y a un début, un milieu, à la fin. Et je vais parler de la vision. Surtout, on va prendre un petit temps de voir pourquoi l'intelligence collective, ça fait partie de qui nous sommes aujourd'hui, dans notre DNA. Qu'est-ce qui se passait avec la dernière exercice de vision, 2016, oui, vision 2026. Donc, c'était en 2016. Et puis après, on va parler de ce qu'on a fait avec ce nouveau exercice de vision où on avait la folle ambition de l'ouvrir à tous. C'est ce qu'on a fait. Bon, d'où on vient? Voilà une image de Michel Leclerc. Alors, j'aurais pu choisir aujourd'hui, j'étais dans le mood de choisir Michel Leclerc comme mon personnage qui m'inspire. C'est le fondateur de Decathlon, cousin de Gérard Moulier. Et Michel Leclerc, il a toujours fait les exercices de vision et il a toujours voulu faire avec un maximum de collaborateurs. Donc, tout ça pour dire que l'intelligence collective et l'importance de se projeter dans l'avenir, c'est fait partie de qui nous sommes. Et on le fait régulièrement depuis 1980, à peu près. Donc, c'était toujours là. Et Michel Leclerc, il dit très souvent, c'est important d'avoir une vision dès qu'on devient un groupe. C'est ça qui nous réunit. C'est ça qui nous rassemble. C'est quelque chose, c'est important. Et pour tous ceux qui ont passé par l'école de Michel Leclerc, chez nous,
Parce que figurez-vous qu'à 80 ans, il voit les collaborateurs une fois par mois encore pour parler du DNA et fondamentaux. Il va toujours présenter ce slide-là, où c'est le cercle, le cible qui représente la vision. Là, on doit y aller. Ça sert d'être visé. Ensuite, quand on a une vision à 10 ans, on va définir des stratégies différenciantes et ambitieuses pour y arriver. Et parce que la vie, ça ne se passe jamais comme ça, c'est plutôt comme le courbe en bas. C'est les plans d'action qu'on va mettre en place, mais en fait, c'est les courbes d'action qui sont importants et on peut renouveler régulièrement la vision. Bon, rien de transcendant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent comme ça. Donc ça, on appelait ça le 10-5-2. Vision à 10 ans, stratégie de 5 ans, action plan à 2 ans. Voilà, donc c'est un peu notre culture. Alors, qu'est-ce qui se passait avec Vision 2026 ? On a changé de PDG, de DG, en 2014. Un gars qui s'appelle Michel Abalia qui est arrivé et qui voulait installer la notion de l'entreprise libérée. Donc, on est sur ce chemin depuis assez longtemps déjà, très impulsé par les travaux de Isaac Getz et Frédéric Laloux. Donc, tout ça, on a fait. Et en 2015, Michel Abalia, il dit « Ok, on va refaire une vision, mais maintenant, on est beaucoup plus nombreux qu'avant. On va faire ça en intelligence collective massive avec la plupart des collaborateurs. » Et c'est ça qu'on a fait. Ça, c'est une autre vision qu'on a co-créée. Je ne vais pas tout détailler, mais ce qui est important, c'est de retenir que cet exercice-là, il était fait par 37 000 personnes et ça a vraiment donné lieu à des causes RSE. Donc avant, on parlait RSE, mais on ne faisait pas. Et moi, j'étais dans le groupe de RSE. On savait qu'il fallait absolument qu'il y ait des causes qui sortent. Donc, avec notre vision 2026, il y a 2 causes. Preserve to Protect, le 5, et être là où on a besoin de nous, plutôt sociétal, qui ont sorti très, très fort, grâce à l'intelligence collective. Donc ça, on a fait. Et par contre, je suis désolé, tout est en anglais, mais bon, c'est pas grave, je vais commenter. Et qu'est-ce qui était bien? Bon, c'était une énorme vague d'énergie très, très élevée. 37 000 personnes sur 77 000, ils ont participé. Et ça donnait lieu aux nouvelles stratégies, surtout dans les RSE. Avec un peu de recul, et après, j'ai observé qu'il y avait quand même une adoption assez basse de certains leaders chez Decathlon. Et personnellement, j'ai observé aussi que ouais, c'est bien beau de faire de intelligence collective à 37 000, mais si les 37 000, c'est que les gens de l'interne, bon, peut-être on rate quelque chose. Et du coup, en fait, c'est toujours nous qui sommes en train de décider ce qu'il faut faire pour les autres. Ça m'a gêné beaucoup. Il est où le voix des parties prenantes là-dedans? Et ce qui va vraiment déchirer le cœur, c'était que j'en ai passé des heures, des jours dans les workshops, écouter les gens, discuter, dialoguer avec les collègues. Et j'ai des personnes devant moi formidables qui parlent de ce qu'ils veulent pour leur vie, ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, ce qu'ils veulent pour le gosse. Et après, le lendemain, je les vois revenir dans le job de tous les jours, comme si rien n'était. Et cette disassociation entre l'homme ou la femme et le job, ça m'a gêné. Et donc, pour conclure là-dessus, ce que j'ai observé, c'était un contraste entre 2 types de mentalités. Parce qu'il faut le dire, il y a 2 ans, et jusqu'il y a Covid là, Decathlon, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Pourquoi changer si tout se passe bien? Donc là, on observe vraiment deux philosophies qui se confrontaient. Plutôt occidentale, qui dit, bon, si le toit n'est pas cassé, pourquoi le réparer? Et un autre pensée un peu plus orientale, bon, il faut plutôt réparer le toit pendant qu'il fasse beau. Et c'est ce qui se passait. Sauf que dans une entreprise comme la nôtre, bon, c'est souvent la mentalité qui est un peu plus court terme, qui vont gagner un retour sur investissement, qui va peut-être gagner. Et c'est ça qui s'est passé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'arrive en novembre 2018. Est-ce que vous vous souvenez de novembre 2018? Les Gilets jaunes et le grand débat. Donc, moi, j'ai arrivé sur le poste à ce moment-là. Pour info, j'étais élu sur ce rôle de Vision Leader. Et c'était en même temps que ça tombe, le grand débat national.
Et donc, je vois le président Macron en train de déposer des questions simples, comme « Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors, ça m'a frappé. Et j'ai tout de suite commencé de m'intéresser dans le back-office de tout ça. Qui est derrière ce site web? Quelles entreprises y sont derrière? Parce que je me suis dit, bon, ça m'inspire, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire dans mon entreprise. Et comme toute belle histoire, ça commence avec les gens. Et j'adore cela. Et donc, il y a chez Decathlon un service de prospective qui s'appelle Alive. Et donc, c'est un lieu physique à l'entrée du campus où il y a les 3 drôles de dames qui sont devant vous. Il y a Audrey, il y a Axel et il y a Stéphanie qui travaillent sur la prospective. Très talentueux. Et donc, j'avais entendu parler de ce trio de dames et je me suis dit, bon, voilà, j'ai envie de travailler avec vous pour cet exercice de vision à nouveau. Ils ont dit, bon, voilà, est-ce que tu connais, elles m'ont dit, est-ce que tu connais la théorie U? Et je dis, non. Nous, et parce que je l'ai fait confiance, je suis allé me former dans ce qu'on appelle la théorie, the theory U, U theory. Okay? C'est quoi ça? Bon, en gros, c'est quelque chose qui dit que, ce que je crois aussi, c'est que Decathlon en soi n'existe pas. Decathlon n'existe pas. Decathlon, c'est simplement l'accumulation de les 92 000 personnes qui sont dans notre entreprise. Et que les tentatives de réussir une transformation, je l'observais avec pas beaucoup de confiance. Parce qu'on essaie de transformer l'entreprise. Et avec ce process-là, on s'est dit, et si on travaillait sur la transformation de chacun des individus? Et on a pendu ce qu'on appelle le U theory, la théorie U, qui veut dire que pour transformer l'entreprise, il faut que les gens ils soient en mouvement eux-mêmes. Et pour cela, 3 étapes. La première étape, c'est celui de la connaissance, ce qu'on appelle open mind. Il faut savoir. Mais il ne suffit pas de savoir que l'Australie elle est en feu pour que nous, on fait quelque chose. Mais on sait que l'Australie est en feu, avec tous les horribles feux de forêt qui existaient en début de l'année. Par contre, si on discute un viticulteur australien et t'explique qu'il a tout perdu, bon là, ce dialogue, ça crée de l'empathie et de la compassion. Et donc, on est à l'écoute de ce qui se passe à l'externe. Donc, avec Vision 2030, on voulait ouvrir ce dialogue avec nos parties prenantes, avec nos utilisateurs, nos clients. Parce que les Decathlon existent grâce à vous. On existe parce qu'il y a des gens qui viennent. On existe grâce à vous. Et donc, il nous semblait important de rentrer dans ce dialogue avec eux en demandant qu'est-ce que vous attendez de nous? Quel monde de demain veux-tu y vivre? Qu'est-ce qu'on peut co-construire ensemble? Quels problèmes on peut résoudre ensemble? Avant, les process de vision, c'était c'est quoi le magasin de demain? Ça, c'est totalement boring si tu es de l'externe. Tu t'en fous. Donc, il fallait absolument changer des questions. Et c'est ça qu'on a fait. Et donc, on ouvre les dialogues et ensuite, on revient sur l'individu, qu'on puisse passer un moment de ce qu'on appelle self-presencing. Donc, qu'est-ce que moi, je veux faire autant qu'individu? Et quand on sort de l'autre côté, là, on commence de co-écrire la vision qu'on veut vivre et le mettre en œuvre. Le dernier et 5e étape qui est co-evolve. Parce qu'une vision sans action, ça ne sert à absolument rien du tout. Donc voilà, pour synthétiser le macro-planning, moi j'ai passé 6 mois avec mon équipe de construire les méthodes et les outils. Ensuite, on a commencé de créer des communautés de ce qu'on appelle les Vision Relay, parce qu'on est présent dans 57 pays, mais on voulait un relais vision dans chacun des 400 villes où on est présent. Parce que quand tu es en Inde, bon, c'est bien beau d'avoir une vision Inde, mais ça n'existe pas. Parce qu'entre Calcutta, Delhi, Bangalore, Chennai, c'est très différent. Donc, on voulait aller plus en profondeur. Donc, ça, on a créé notre communauté de Vision Relay il y a 1 an. Ensuite, on passe sur la phase co-inspiration, la phase savoir, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ensuite, dans la co-exploration, qu'on plonge plus profondément dans les sujets qui nous tiennent à cœur.
Et là, on vient de terminer ce qu'on appelle la coécriture. Donc, pour cela, on ne pouvait plus faire que du café et de post-it. Il fallait passer cet exercice d'intelligence collective massif en digital. Et donc, pour cela, j'ai développé avec la même boîte qui a fait le back-office du Grand Débat, une entreprise qui s'appelle Bluenove. Et eux, ils font la plateforme d'intelligence collective, ce que vous voyez sur l'écran, qui était disponible par tous les devices. Et donc, oui, en effet, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de filtre. C'est pas oui, tous sauf les concurrents. Non, c'est ouvert à tous. Et donc, ça vient, il faut accueillir les certaines fragilités et vulnérabilités qui pourraient venir avec. Mais on est parti d'une mindset qui veut dire on ne peut pas recevoir si on ne va pas donner en amont. Et on ne prétend pas du tout de l'avoir tout compris. Et si les méthodes, ce qu'on a utilisé pour être utiles aux autres, bon, on va donner toutes les méthodologies qu'on a fait aux autres. Et c'est l'une des raisons que je suis là aujourd'hui, pour simplement partager notre histoire. Donc ça, on a fait. Donc c'était très digital. Et voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc au début, en amont du phase d'inspiration, on a quand même choisi 3 thématiques macro. Donc l'avenir de l'humanité, l'avenir des sportifs et l'avenir de l'habitat, des modes de vie. Parce qu'il fallait quand même donner un certain cadre, mais ça reste suffisamment large pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et dans cette phase d'inspiration, tous les inputs, ils étaient allés dans la plateforme de vision. Donc, on a récolté à peu près 25 000 inputs dans cette plateforme d'intelligence collective, sur laquelle, après analyse avec Bluenove, on a pu faire naître des territoires d'exploration qui vont aller plus loin sur les sujets. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et finalement, tout ça, on a fait pour que les gens puissent se discuter, partager ensemble quel est l'avenir qu'on veut pour demain, pour moi, pour mes amis, pour ma famille, pour ma ville, pour d'autres. Et finalement, on a demandé les gens à la fin d'écrire une histoire du futur. Et c'est ça la partie qui est super intéressante. Mais je reste persuadé qu'il faut quand même suivre le processus pour arriver à ce point-là. Parce qu'on ne peut pas, c'est trop bizarre de juste arrêter quelqu'un. Bon, maintenant, on va créer une histoire sur l'avenir. Il faut quand même avoir vécu quelque chose, un certain acheminement. Et voilà ce qu'il faut retenir là. En fait, ce visuel-là, ce photo-là, vous voyez, ça, c'est pris de notre première formation des Vision Relay qui a eu lieu à Lille. Il y a 57 personnes présentes de 35 pays. Il y a eu 15 sessions comme ça pour former les gens. Et encore une fois, je répète que la question a changé. C'était un changement dans notre histoire d'entreprise où on pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Quel monde veux-tu y vivre? Et quel rôle veux-tu que nous, Decathlon, on joue dans ton monde rêvé? Et tout ça, ça oppose les questions, comme on a fait avant, c'était simplement nous, et qu'est-ce que nous, on veut pour vous? Typiquement, c'est comme ça qu'on avait fait. Et quand on dit que c'est ouvert à tous, voilà juste quelques photos. J'ai des centaines et des centaines. En haut à gauche, on est allé dans une maison de retraite pour parler du futur. C'était très, très touchant. C'était avant le Covid. Juste en dessous de celui-là, on est où là? On est à Taïwan chez Tektro. Tektro, c'est ceux qui fabriquent les freins pour vos VTT quand vous descendez la colline. Donc, on est allé chez nos fournisseurs. En bas, c'est une université à Vietnam. Au milieu, c'est un club de natation. C'est normal, si on veut aller vraiment parler du futur de la natation, il faut aller dans une piscine. Donc là, on a Olga qui est en train d'amener, conducter son atelier du futur dans la piscine. À droite, en haut, on a la Colombie. Donc là, en fait, vous voyez que les gens, ils font l'atelier et ils font l'input des données pour capter et capitaliser des données directement dans les smartphones, dans les iPads ou dans les ordinateurs. Et en bas, on a mon collègue Nathan. Là, c'était très, très chouette cette journée-là. C'est à Gand. Donc, il est avec une école, avec des écoliers de 11 ans en train de rêver de l'avenir. On fait beaucoup de choses avec des enfants. Donc, quand on dit ouvert à tous, c'était vraiment ouvert à tous. Et tout ça, ça nous a ramené 1115 histoires du futur. Et avec ces histoires-là, on a rebaptisé le projet.
vous avez tous vécu le 16 mars, le confinement. Personnellement, il me fallait 2 semaines pour suspendre ce qu'on faisait, pas pour arrêter, pas pour annuler, mais pour suspendre. Et je peux vous dire que la boîte aux lettres, la boîte mail, les téléphones, tout le monde en panique. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai besoin de m'arrêter dans le temps, de m'ancrer sur moi-même et puis aussi d'écouter et sentir ce qui se passe dans le monde. J'ai demandé également à mon fournisseur de données de bien faire les différences entre les données récoltées pré-Covid et post-Covid. Et ce qu'on a vu, c'était les contenus, c'était les mêmes choses. C'était simplement le sens d'urgence qui a changé. Donc, on a décidé de rebaptiser Vision 2030 vers Vision 2021. Parce que Covid a fait accélérer la vitesse du changement qui était déjà en route. On avait toujours parlé du VUCA. En fait, tout ce qui était en train de passer, on parlait déjà. Mais en fait, cette inertie qu'on avait dans l'entreprise nous a dit, tiens, va pas trop loin, Charlie. On appelle ça Vision 2030 parce qu'on a toujours fait la vision à 10 ans. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du plan 10-5-2. La vision à 10 ans, je viens de le tuer. Il nous fait une vision à 1 an, voire à 10 mois maintenant. Une stratégie à 5 mois, un plan d'action à 2 mois. Le 10-5-2, on vient de le revoir. On ne peut plus attendre pour que les rêves de vision ils deviennent les actions locales. Mais aussi, c'est que quand en fait, tu fais des exercices d'intelligence massifs avec le plus grand nombre, finalement, il faut le dire, que assez peu de gens sont assez bien câblés pour bien imaginer ce qui va se passer en 10, 12, 15 ans. Et c'est complètement barré. Donc moi, j'ai commissionné une étude en sous-marin, le Future of Sport 2030 à 2076. Et c'est super, mais c'est flippant. Donc en fait, les choses que les gens nous disaient pour 2030 sont valables aujourd'hui. On a simplement accéléré notre timing. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une fenêtre d'opportunité de ouf de faire du changement systémique et radical. Parce qu'à la fin, ce projet Vision 2030, c'était pour transformer l'entreprise et pas pour avoir une vision précise sur ce qui va se passer dans l'avenir. Bon, je ne peux pas vous donner les résultats parce que nos actionnaires n'ont pas encore vu. Moi, j'ai les résultats. Je les présente en 2 jours au DG. Donc, peut-être d'ici 2-3 mois, on se revoir. De toute façon, les résultats ils vont être ouverts à tous, comme tout ce que j'ai fait depuis les débuts de ce projet. Mais je peux vous dire que la vision 2021 de Decathlon, elle est résolument très humaniste et qui nous passe d'une situation de l'avoir, voire de faire, vers une situation de l'être. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je parle beaucoup, trop longtemps, trop vite. Et c'était un plaisir de partager mon histoire avec vous. Je ne prétends en absolument rien d'avoir raison ou pas raison, mais je voulais juste partager ce qu'on fait chez nous pour vous aujourd'hui. Et je repasse le microphone à notre super équipe de Corporate for Change. Merci beaucoup, Charlie, pour ce témoignage très inspirant. Et merci beaucoup pour ton partage. Ce que je vous propose, c'est de prendre les questions du public qui sont venues. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, c'est encore possible de vous les partager. Je vais partager mon écran pour voir les questions les plus plébiscitées. Donc, du coup, Charlie, peut-être la première question. Comment on gère l'échelle de temps de récupération d'entrants avec autant de monde et surtout une réalisation pour dans 10 mois? Je te laisse répondre et on prendra une autre question juste après. Ah, c'est pour moi ça? C'est pour toi. Comment on gère l'échelle temps de récupération d'entrants avec autant de monde et la réalisation pour dans 10 mois?
Ça s'appelle Coevolve. Coevolve. Donc, si vous vous souvenez mon U, hop, à la fin, c'est Coevolve. Donc, dès qu'on arrive avec la communication avec Vision 2021, je ne sais pas quand ça va être. Ça va dépendre sur tous les variables qui se passent aujourd'hui. Imaginez que c'est en septembre. Si en septembre, on communique la vision, tout de suite, on vient avec les boîtes à outils pour Coevolve, qui veut dire passer à l'action. Moi-même, dès que la vision 2021 tombe, moi, j'ai un nouveau rôle sur incarner la vision 2021 sur le site de Campus. Tous les réponses, je ne les ai pas. Hein. Il y a des super questions. Hein. Je te propose qu'on prenne une deuxième question, ça te va? Comment on fait justement pour passer de cette vision, c'est bien décrite, à l'action? Encore une fois, c'est des super questions. Déjà, il faut avoir le buy-in, l'adaptation et l'appropriation de tous les big boss. Hein? Donc, président, PDG, DG. Ça, c'est super important. Il faut qu'ils buy-in à ça déjà. Et après, en fait, pour moi, je me suis trouvé en train de dire les mots vision stratégique, 50 de fois depuis 2 semaines. Donc, nous, on passe à une vision rêvée, à une vision stratégique, qui veut dire que les points de la vision, il y aura 6, ils deviennent les points de stratégie. Et tous ces points, les projets qui vont se faire naître à partir de ce moment-là, doivent être alignés avec Vision 2021. Vision 2021, ce n'est pas un how-to, ce n'est pas un comment faire. C'est un, voilà, on a le sens de l'entreprise, la mission d'entreprise et la vision, ce qu'on appelle le cadre de jeu. Et après, tout projet qui va se faire naître doit être aligné avec ça. Mais le passer à l'action, le quoi faire, ça sert aux nos équipes de le faire. Moi, je viens en amont. Par qui j'étais élu? J'étais élu par la vision, la communauté de Relais Vision Monde. Voilà. Et pas les actionnaires. Une autre question, si ça te va. Qui compose l'équipe qui anime la vision? Est-ce qu'ils ont été bénévoles ou choisis? Et peut-être quels sont leurs métiers? Est-ce qu'ils sont jeunes, expérimentés, clients, collaborateurs? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah oui, c'est tout ça. Parce que, encore une fois, depuis le début, c'est ouvert à tous. Donc on se dit, bah moi je suis bénévole. Ça me fait kiffer ton truc. Je peux être dans ton équipe? Oui. Et donc en fait, la plupart des gens, moi j'anime un groupe projet de 23 personnes qui travaillent tout ça avec moi. Par contre, je suis le leader, chef de aucun. Tous ces gens-là, ils viennent parce qu'ils ont quelque chose en commun. Ils veulent du changement dans le monde. Donc, j'ai des gens, j'ai des architectes, j'ai des vendeurs de Pologne, d'Italie. J'ai Fabio, lui, il repère vos vélos. Si tu vas à Rome, Fiumicino, il va repérer ton vélo, il est dans mon équipe. Comme j'en ai 3 freelances dans mon équipe aussi. On a négocié quelque chose avec eux et des bénévoles. Donc, je les ai choisis moi-même sur les convictions du trip. Parce qu'il faut du changement dans le monde au niveau macro et pas juste au niveau local, entreprise Decathlon. Merci beaucoup, Charlie. Vous pouvez toujours poser vos questions et mettre des cœurs pour les faire remonter, pour qu'on puisse t'en poser un maximum dans le temps imparti. Peut-être une autre question. On parlait d'humaniste. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi, humaniste? Et notamment par rapport aux conditions de travail des salariés, par rapport aux conditions de fabrication en lien avec les fournisseurs, encore par rapport à la planète. Est-ce que tu peux nous éclairer dessus? Oui. Nous, on va rester au niveau très macro pour la vision. Par exemple, on a déjà engagé sur le carbon neutrality. Donc ça, c'est une intention déjà évoquée avant cette vision. Carbon neutrality vers le carbon neutrality pour 2030. On a déjà un plan de transition écologique en place pour réduire par 40%, validé par Science Based Targets sur le côté-là, sur ce côté écologique. Les conditions de fabrication, ça ne rentre pas dans le cadre de vision, c'est un sujet. C'est un sujet. Mais nous, en fait, je laisse pas sortir les secrets. Mais en fait, notre vision 2021 est écrite
décathlonien et pas décathlon. Donc, on met le point sur les gens. Et on va aussi redéfinir qu'est-ce que ça veut dire décathlonien. On va ouvrir les champs de jeu. Donc, que si les gens ils partagent notre mission, notre valeur, notre sens, pourquoi pas jouer un rôle? Parce qu'on veut vraiment être ouvert. Parce qu'on est convaincu que des problèmes qui nous affectent tous, on ne peut pas résoudre tout seul. C'est clair, on ne peut pas résoudre le problème de l'eau tout seul, ni de coton tout seul. Donc, il va falloir qu'on sache travailler avec d'autres. Et oui, ce qui me manque dans ma vision aujourd'hui, c'est la participation des autres marques de sport. Moi, j'en ai rêvé que Nike, qu'Intersport, ils viennent dans nos ateliers et que je viens dans le leur. On n'est pas encore là, mais quand on arrivait, alors ça sera chouette, celui-là. Génial, merci beaucoup Charlie. Une autre question, si ça te va. J'imagine qu'il y a des arbitrages de temps en temps. Du coup, comment ça se passe, les arbitrages, quand il y a des points de vue opposés? Super question. Bon, moi, en tant que leader de vision, moi, je vais travailler collaborativement, collectivement. Moi, je vais trancher jusqu'au mon niveau là. Et donc, les arbitrages, je présente un version 5 de la vision, 2021, ce jeudi matin au DG. Et j'ai déjà fait des sondages et ce qu'on appelle le NPS, le Net Promoter Score. Donc, nous, on a travaillé, on a chipoté pendant des heures et des heures sur des mots, les sens des mots chaque fois. C'est super important pour qu'on puisse être OK. Après, moi, j'ai montré ça à une centaine de personnes pour avoir le NPS. Et là, on a un NPS de 75 pour Vision 2021. Donc, ça me donne la confiance d'aller vers le DG. Et normalement, si on a bien bossé, ça se passe tout seul. Mais l'arbitrage, ça sera fait par le PDG, s'il y en a. Moi, je travaille directement avec le PDG des Décathlon. Lui, plutôt en vision spirituelle et moi, plutôt vision opérationnelle. Et donc, lui, il décidera. Donc, ça, c'est important aussi. Ce projet-là, il est aux plus hautes stratosphères de la boîte. Hein, ce n'est pas caché ailleurs. Hein. Génial, merci beaucoup encore une fois. Je propose de prendre une autre question. Est-ce que par hasard, tu peux nous donner quelques exemples concrets qui te viendraient en tête de projets qui sont nés grâce à cette vision? Tout ce qu'on a fait au niveau de écologique depuis 2016 déjà, cette vision-là de laquelle je vous parle, elle n'était pas encore annoncée. En fait, vous savez peut-être plus que la plupart des gens dans notre boîte. Hein, mais je ne vous donne pas les résultats. Mais il va y avoir plein de projets de nés. Mais si vous allez chez Campus aujourd'hui, vous allez tomber peut-être sur zéro produit jeté, qui est une initiative de la vision 2016, qu'en fait, on avait marre parce que parfois, on bannait des produits. Oui, coupable, très, très moche. On faisait ça en 99, quand j'étais au magasin, on faisait encore en 2015. On bannait des produits qui étaient utiles. Et donc, grâce à la vision, bon, les gens ils disent, ça j'en ai marre, mais je vais montrer un truc qui s'appelle zéro produit jeté. Et ils font ça sur Campus. Et maintenant, c'est tout un projet de deuxième vie des produits qui est devenu aussi Decathlon Occasion, Decathlon Rent. Quelqu'un a fait un truc sur location de vélo. Donc, la location de vélo, ce que vous voyez maintenant, ça, c'est issu de Dernière Vision, quelque part. Mais pour moi, on ne va pas si loin. Louer des vélos, c'est bien. Par contre, faire des partenariats avec la RATP, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Voir on a des histoires magnifiques où les gens, en fait, ils ont imaginé un monde où on remplace des systèmes de transport public avec le sport. Avec le sport. Il y a un super gars, il faut le lire, François Bélanger. Il est provoque à mort, mais ce qu'il raconte, c'est formidable. On note. Merci beaucoup, Charlie. Peut-être, on parlait de l'être. Une super question. Comment mettre l'être au premier plan avant même le faire, surtout dans une entreprise? Est-ce que tu as des exemples de comment ça peut se manifester au quotidien? Ça, c'est la question. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons avec un paradigm twist. Donc, je n'ai pas toutes les réponses encore. On sait que c'est là où il faut y aller. Il nous semble la bonne chose à faire. On ne sait pas. Je ne sais pas. Regarde Gaia Journey. Oui, absolument, Carmen. Je suis fan. Et de l'être, c'est ça. Donc, Gaia Journey, ça fait partie de Presencing Institute. C'est eux
qui nous a ramené le U Theory. Et donc là, c'est tout à fait, j'essaie de faire embarquer un maximum de cadres chez nous dans les démarches de Gaïa. C'est pas évident, on n'a pas tous les réponses. Et quelque part, ça me rassure qu'on n'a pas tous les réponses, parce que ce sera pas peut-être obsolète d'ici un an. C'est une great question. Tout change. Merci beaucoup, Charlie. On parle beaucoup des collaborateurs qu'on implique dans la vision, dans la construction de cette vision. Et qu'en est-il des dirigeants? Notamment une super question sur on a besoin de la confiance des dirigeants pour travailler. Et du coup, comment celle-ci est instaurée et comment aussi elle est entretenue dans la durée? Bon, c'est vraiment la question clé. Donc, pour moi, il y a plusieurs niveaux de dirigeants. Pour que j'arrive de faire ce que j'ai fait, pour aller au bout de mes conneries, il fallait absolument que j'ai le buy-in de plus haut niveau. Donc, président, PDG. Donc, j'ai la chance de travailler avec eux, donc ça, c'est bon. On va dire que le cercle de dirigeants autour de DG, c'est aussi, ça va, c'est bon. Je fais partie de ce cercle. Donc, pendant les réunions de leaders, 3 fois par an, j'y vais, je pitch mon truc, j'explique ce qu'on va faire. Je suis là pendant les pauses, le café, le soir, pendant la semaine. Après, le plus difficile, c'est dans le middle management, ceux qui sont plus dans l'opérationnel. Et ça se comprend parce qu'on les demande d'être le plus efficient que possible, le plus productif que possible. Donc, voilà ce conflit entre l'exploitation et l'exploration. Et c'est là où c'est compliqué pour nous. Moi, je parle assez facilement de ce que je fais. Mais la réalité, c'est que si tu vas dans le magasin de Montpellier ce soir, bon, vous allez peut-être pas voir encore tout ce que je suis en train de vous dire parce qu'il y a un directeur magasin qui est ses propres KPI. C'est là où c'est un peu plus compliqué, en effet. Et c'est pour ça qu'on voulait marquer ce vision 2021. Et pour qu'on puisse être aligné avec les axes stratégiques qu'on va poser, qui vont faciliter la transformation vers un nouveau business model. C'est là où on a de la chance parce que la plupart des leaders, ils acceptent et ils adoptent le fait que le business model de Decathlon aujourd'hui, c'est celui du XXe siècle. Donc ça, c'est acquis. Okay, donc ça, dans le tête, on sait qu'on va dans le mur. Hein. Si on ne transforme pas le business model, donc ça, on est tous d'accord à peu près. Par contre, ce shift, cette transition vers 1950 et 2020, c'est pas si simple. Mais on n'a plus de choix. On n'a plus de choix et c'est aux gens, aux grandes gueules comme moi, pour expliquer qu'on n'a plus de choix. On n'a plus de choix. Il va y avoir peut-être, même dans une entreprise libérée, des choses qui seront pas négociables dans les mois qui viennent. Rendez-vous en septembre. Merci beaucoup, Charlie. Je propose peut-être une dernière question, notamment qui est liée au contexte et à cette crise du Covid. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de ce changement, qui souhaitent et qui ont envie de se mettre en action pour ce changement. Mais la question, c'est comment faire en sorte que cette envie, elle se concrétise vraiment et qu'elle dure dans le temps afin de devenir une réalité. En fait, comment on a un engagement qui est pérenne et durable dans le temps? Oui. De ce que j'ai observé, moi, j'ai lu toutes les histoires. 1115 histoires, je les ai lues tous. Je veux dire que l'envie, elle était quand même là. L'envie, ce désir, il était là. Covid, pour moi, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Moi, je pense que de ce qu'on a fait ça au niveau monde. Dans 57 pays, on a fait cet exercice avec des milliers de gens et ça converge vers quand même un besoin. Dès qu'on a satisfait la base de pyramide de Maslow, de ce besoin de change. C'est une belle question. Comment avoir un engagement pérenne? Moi, je vais faire confiance aux gens. J'ai vu une question là dans le chat. Est-ce que tu veux produire en local? Mais c'est une super question. Moi, je veux bien le faire. Je vais même faire les projets personnellement 100% circularité sur la métropole lilloise. Mais ça, c'est top parce que on en parle depuis 4 ans, 5 ans, plus. Mais parfois, on ne fait pas. On ne fait pas parce que c'est plus simple de faire comme avant. Mais là, on a vu qu'avec un Covid qui est peut-être un mini VUCA par rapport à ce qui nous pense sur le nez, notre modèle, il est totalement fragile. Et donc, j'ai des collègues qui disent, ben, putain,
bah, j'avais toujours envie de faire mes maillots de bain en Espagne avec ce super fournisseur. Merde, je vais le faire maintenant. Donc, ça va enfin nous booster de faire ce qu'on dit depuis quelque temps. Et le local for local, c'est une nécessité pour moi. Très, très dur quand vous vendiez 1,3 milliard de produits par an. 1,3 milliard. Un énorme merci pour la réponse à toutes tes questions. On a envie d'en prendre encore plein, puisque tu nous autorises à en prendre encore quelques-unes sur cet échange passionnant. Peut-être une question sur le monde de 2021, qui sera sans doute avec moins de voyages, et donc moins de sport collectif, moins de consommation, moins de phénomènes de mode. Et alors la question de la croissance dans tout ça, comment Decathlon va continuer à croître dans ce contexte? Bon, c'est tout simplement par les business models alternatifs, ça c'est sûr, et surtout des solutions, des services sportifs. Il y a un boulevard des opportunités qui sont ouvertes, mais qui ne sont pas nouveaux, hein, ils sont là depuis des années, mais ils ont continué de faire notre truc retail, brick and mortar, comme avant. La croissance, par contre, on veut qu'il soit raisonné. Et ça, c'est sorti dans la vision. Une croissance raisonnable qui ne va pas dépasser les ressources naturelles finies. Et moi, je suis très, très attiré par les modèles économiques régénératrices, et surtout le modèle Donut qui va s'installer à Amsterdam. On a plusieurs magasins à Amsterdam. Ce sera un super terrain de jeu pour nous, pour voir comment on peut jouer un rôle au sein d'un écosystème vivant avec le gouvernement, les écoles, les clubs de sport, etc. Et tout ça, c'est des leviers de croissance monumentale, mais une croissance raisonnée. Aujourd'hui, on a allez, 4% part de marché monde, c'est peanuts. Hein. Pendant qu'il y a du monde, il y aura besoin de faire du sport, mais pas nécessairement de posséder un produit sportif. Tu n'as pas besoin d'aller chez Decathlon. Ce que tu veux faire, c'est de taper des balles avec tes potes dans un terrain de golf. Tu n'as pas besoin de Decathlon, tu as besoin des potes, un club, une balle et un terrain. Donc, notre job, c'est le connecteur de tout ça. Et ça, on commence à le faire aujourd'hui avec Decathlon Activities, mais ça reste peanuts par rapport à notre activité traditionnelle qu'on doit tuer par nous-mêmes, si on a le courage. Merci beaucoup. Encore quelques questions, si ça te va. Tu parlais du système du U qui demande du temps d'intégration, on imagine. Et du coup, comment tu concilies ça avec un peu la volonté de la vitesse de la transformation, de la transition? Alors, nous avons utilisé le théorie U pour le process de la vision qui est démarré en septembre. Donc là, on est mois de mai. Donc, entre septembre et mai, je peux vous dire que le secrétaire général de Decathlon, il m'a regardé comme j'étais complètement dingue. Parce que voilà, 9 mois pour prendre un process, je faisais ça sur un serviette dans un restaurant avant. J'adore ce mec d'ailleurs, il est top. Donc, oui, ça prend du temps d'intégration. D'ailleurs, on n'a jamais parlé de théorie U. On a adapté totalement façon décathlonien. Les décathloniens, vous les connaissez, j'espère. Ils sont plutôt jeunes, plutôt dynamiques, plutôt funky. Il ne faut pas trop les parler de théorie. Hein. Ça ne les parle pas du tout. Hein. Tu les fais vivre quelque chose. Donc, nous, mon équipe, c'était bien ça. Qui veut changer le monde? Moi. Donc, il y a à peu près 20% des gens qui se lèvent la main. Il y a d'ailleurs 20% des gens qui ne veulent surtout pas. Moi, je ne m'occupe pas d'eux. Et c'est notre job à ce 20% de essayer de faire venir les 60%. Mais en effet, dès qu'on est sur une démarche de presencing, ça prend du temps d'intégration. C'est true. Merci beaucoup. Je propose une dernière question, sinon on ne va jamais s'arrêter. Comment gérer concrètement la capacité d'agilité essentielle tant pour les dirigeants en fait, que aussi les employés, pour justement développer cette culture d'évolution permanente? Je ne gère pas. Nous n'avons pas les réponses. Alors, le mot, il est génial parce que le mot, c'est agilité. Ça, c'est le mot. Un autre, c'est résilience. Arrêtons de parler transformation, arrêtons de parler disruption. Ah, c'est bien celle de Odyssey il y a quelques années. Là, on parle bien de capacité d'agilité. Nos organisations
pour réussir la vision 2021, il doit être de plus en plus agile. Et là, vous parlez de culture d'évolution permanente. Et c'est comme tout, en fait. Une culture d'entreprise, c'est comme une famille. Et nous, on est une entreprise familiale, d'autant plus. Ça prend du temps. C'est pour ça que Covid est quelque part un petit cadeau pour nous. Parce que ça nous fait challenger nos modèles mentaux, même des fondamentaux qu'auparavant, c'était intouchable. C'est le moment maintenant pour challenger les choses qu'on a toujours dit, c'est comme ça chez Decathlon et rien d'autre. Quand j'ai écrit mon papier qui est là-haut, j'accepte de faire Vision Leader sur les conditions suivantes, je l'ai écrit, il est là. J'ai écrit une phrase. C'était « Ce qui va tuer Decathlon, c'est la phrase « Mais chez Decathlon, on ne fait pas comme ça ». Merci beaucoup, Charlie. Je vous propose qu'on s'arrête là. On pourrait te poser des questions encore toute la journée. Donc, vraiment, un grand merci. Et je pense que je peux parler au nom de tout le monde pour ce témoignage et pour toutes ces questions hyper intéressantes et qui, j'espère, vont aider aussi chacun à cheminer vers son propre passage à l'action dans son entreprise. Donc, un grand merci, Charlie. Et du coup, je repasse la main à Thibaut pour le temps d'ancrage que l'on vous propose. Merci Céline. C'est passionnant. Le temps passe toujours très vite, trop vite.